tous. Nous voici réunis pour la table ronde numéro 2. Sur cette première table ronde du matin, on a effectivement évoqué les enjeux thérapeutiques, pédagogiques et inclusifs du sport. Et sur cette deuxième, on va être en présence de personnes qui agissent au quotidien, avec des activités, avec des formations, et qui vont témoigner justement de ce que l'activité physique adaptée et la pratique a pu leur apporter. Donc avec moi ici présent, et je les remercie, nous avons Yann Mazet. Donc Yann, vous dirigez le programme Box pour tous de l'association Apollo, qui rassemble à environ 200 structures. Et donc vous nous parlerez de cette initiative au cours de cette table ronde. Nous avons également donc Théo Fouché. Théo, vous êtes enseignant en activité physique adaptée, spécialisé dans les troubles du spectre de l'autisme. Et vous êtes également frère d'une jeune fille autiste. Et c'est important parce que c'est vrai qu'on parle souvent des personnes concernées et des familles. On oublie beaucoup trop les fratries. Et c'est des gens qui ont un rôle essentiel à jouer, qui sont sensibilisés de leur plus jeune âge justement aux difficultés des troubles du spectre de l'autisme et qui apportent beaucoup. Moi, je le vois déjà à mon niveau. Mon enfant a 9 ans, mon enfant autiste a 9 ans, et sa grande sœur de 11 ans et son petit frère de 7 ans sont des aides au quotidien pour lui. Et ils lui apportent beaucoup de structuration et beaucoup de joie. Donc merci Théo. Nous avons également, donc, alors là on a un champion, mais je vais vraiment le laisser témoigner après, c'est Matteo Ruberti et son papa Frédéric. Alors Matteo, il est impressionnant. Quand j'ai vu ses statistiques, j'ai relu, en fait, pour être sûr que je ne m'étais pas trompé. 2h49 au marathon de Berlin. Il va faire le marathon de Paris dimanche prochain. Il espère être en moins de 2h40. Il est champion de France de para-triathlon en catégorie handicap mental. Il fait des semi-Ironman. Enfin voilà, bon, ça se voit quand même qu'il est taillé comme un sportif. Je le défierai pas à la course après la table ronde. Mais en tout cas, voilà, des statistiques impressionnantes. Et Mathéo et son papa nous parleront justement de son parcours, de comment il en est arrivé là. Et nous avons également donc Aurélie Joron. Bonjour Aurélie, qui est professeure de yoga et fondatrice de Samsara Yoga, qui pratique le yoga depuis plus de 20 ans et qui également l'enseigne. Merci à tous d'être présents. Et donc, je vais commencer, si vous le permettez. J'ai tellement envie d'en savoir plus sur Mathéo, par Mathéo. Si vous pouvez nous raconter un peu, Frédéric et Mathéo, l'histoire de Mathéo, comment il en est venu finalement à devenir ce champion. Bonjour à tous. Au début, le souci, c'est qu'il était tout le temps enfermé dans sa chambre devant sa télé. Donc, il a fallu trouver un moyen pour le sortir. Et donc, on l'avait inscrit d'abord à une école de cyclisme, une école pour enfants. Ça s'est bien passé tant qu'il était sur une piste à faire des jeux, des quilles, des choses comme ça pour l'agilité. Bon, il faisait ce qu'il pouvait. Mais il était accepté avec les autres enfants, ça se passait très bien, il passait un bon moment. Et en fait, quand ceux de son âge ont commencé à aller sur la route, il n'y avait plus rien qui allait parce qu'il ne pouvait pas gérer le changement de vitesse, les freins, le bruit avec les voitures. Et c'était trop dangereux, donc on a arrêté. Il est resté à peu près 1 an et demi sans rien faire, donc à se renfermer dans sa chambre. Et en fait, j'ai réfléchi à un moyen de partager quelque chose avec lui et j'ai trouvé le tandem, le vélo tandem. Donc sachant que derrière, il n'aurait rien à gérer, c'est tout moi qui gérais. Et donc je m'en suis fait prêter un. La première fois, ça a été très compliqué parce qu'il ne voulait pas monter dessus, il avait peur. Donc je l'ai forcé un peu. Je l'ai même monté dessus, il pleurait. Ça a duré 15 minutes et après, on a fait 40 km et on est rentré le lendemain, le soir même, il me disait demain on repart. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc au bout d'1 mois et demi, on montait le Mont Ventoux. Voilà, on s'est lancé tout le temps des défis. Après, il a commencé un peu la course à pied. Voilà, donc c'était pas toujours facile parce que il avait des freins dus à l'autisme, il ne voulait pas salir. Descendre un escalier, il fallait qu'il tienne quelque chose, il avait peur. C'était compliqué. Malgré tout, je l'ai inscrit à des trails. Et toujours
dans le même but de bousculer les habitudes. Et puis, ça a marché, en fait. Il y a 2 ans, il a fait les 80 km de la Saint-Élion, donc de nuit, dans la boue, et en 9 heures. Donc il a bien tourné. Et puis le triathlon, ça a été un peu par hasard qu'on est tombé dessus. Donc on a commencé les courses enfants, donc on était en tandem, parce que il ne pouvait pas faire du vélo tout seul. Donc il faut dire pour ça que la fédération, elle accepte vraiment tous les handicaps et toutes les aides dont les athlètes ont besoin. Donc moi, je l'accompagnais de partout, j'étais dans l'eau avec lui. Donc en tandem au milieu des enfants, il n'y avait pas de souci, j'étais là avec lui, course à pied. Et puis au début, c'était un jeu, hein, c'était juste pour s'amuser. Puis au fil des années, il a commencé à se prendre justement au jeu des résultats. Et puis voilà. Et puis un jour, du jour au lendemain, il m'a demandé à prendre un de mes vélos. Et on est parti à 2 sur la route comme ça. Donc au début, c'est pareil, c'était compliqué. Les descentes, c'était au ralenti. Il avait porte partout. Et puis maintenant, il fait des Alpha Ironman tout seul. Donc c'est une belle progression. Et je pense que c'est pas terminé. Merci. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Mathéo, sur cette pratique pour toi? Cette pratique, ça va carrément changer. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vision des choses. Comme le disait mon père, j'étais enfermé dans ma chambre, je faisais presque rien. Et maintenant, je profite de la vie. Enfin, je profite que je pensais pas pouvoir y faire, faire les marathons et tout. Je me sens bien. Est-ce que ça t'a donné confiance en toi? Ouais. Ça m'a donné confiance en moi. Merci Mathéo. Yann, vous êtes directeur du projet Boxe pour tous de l'association Apollo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment ça vous est venu ce projet? Alors ce projet, il s'est créé par un heureux hasard il y a une dizaine d'années. En fait, on pensait rendre visite, alors moi je n'étais pas encore dans le programme, mais à une entreprise classique. C'est un stagiaire qui avait pris le rendez-vous. Et en fait, souvent les belles histoires partent d'une erreur ou d'une incompréhension. Ça, c'est intéressant. Et donc le responsable de l'époque est venu dans un ESAT. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait des travailleurs, certes, mais des travailleurs extraordinaires. Et on a eu la chance de tomber sur un directeur d'établissement qui avait la fibre sportive et qui a tout de suite compris les bienfaits que le sport et la boxe, notamment, pouvaient apporter pour les publics qui l'accompagnent. Et voilà, et c'est comme ça que le programme s'est lancé. Moi, je suis arrivé un petit peu après, même pas mal de temps après, puisque ça remonte à 2019, au 6 mai 2019. Et voilà, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la dimension ludique qui a fait que Mathéo a pris du plaisir, en fait, bien souvent. C'est comme ça qu'on arrive à impliquer en fait les jeunes, les adultes et les moins jeunes qu'on accompagne. C'est quasiment du 1 pour 1. C'est de s'adapter. Par exemple, nous, on a fait venir un jeune à la boxe grâce à Naruto. Voilà. Mais ça, si on ne s'intéresse pas un minimum aux gens, on ne peut pas les accrocher, on ne peut pas les faire rentrer dans la pratique. Ça, c'est un premier point. Et puis il y a la dimension humaine qui est très très importante. Et franchement, l'autisme révèle des merveilleuses surprises. J'en prends pour exemple certains jeunes qui participent aujourd'hui en mode totalement inclusif à des cours de boxe. Et c'est très intéressant parce que souvent les jeunes, les adolescents sont dans une courbe sinusoïdale dans la pratique du sport.
Et l'avantage qu'on a avec les publics autistes, c'est que c'est toujours très régulier, notamment quand on fait de l'entraînement sur le sac de frappe. Donc c'est eux qui tirent le reste du groupe vers le haut. Donc c'est vraiment bien. Et un autre exemple, pour vous parler de cas concrets, c'est un papa d'un jeune qui s'appelle Maxime, qu'on accueille sur une section de boxe adaptée, qui vient s'entraîner donc chez nous tous les dimanches et qui est monté dans le cadre d'un gala de boxe. Pareil, un petit peu comme Mathéo, voilà, qui court aujourd'hui dans la terre pendant 9 heures. Moi, j'en serais pas capable. Alors, sur la durée, peut-être, mais dans la boue et tout, pas sûr que j'y arriverais. Et tout ça pour vous dire que il est monté sur un gala devant 300-400 personnes. Il y avait du bruit, il y avait pas mal forcément de la tension, de la gestion un peu du stress. Et son papa était émerveillé en fait de le voir faire une démonstration de boxe devant autant de monde. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Vous avez très bien répondu, merci Yann. Aurélie, 20 ans de yoga, formatrice, praticienne. D'où ça vous est venu d'allier yoga et autisme? Parce que c'est vrai que moi, quand on me dit yoga et autisme avec les autistes que je connais, je me dis, il y a un défi quand même, parfois. Donc alors, qu'est-ce qui vous a poussé à relever ce défi et comment vous avez fait? Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qui m'a poussé? Une demande d'entrée d'autisme qui m'a demandé de donner cours. Et sachant que j'étais déjà professeure de yoga, je m'étais formée au RI, Recherche Yoga Enseignement pour les enfants. Donc, je suis allée donner cours, effectivement, avec tous mes outils. Autant vous dire que rien n'a marché, que c'était quand même quelque chose. Si je peux raconter juste le premier cours de yoga qui remonte à presque 10 ans. Je suis arrivée dans une salle où il y avait 8 enfants. J'avais une seule aide. Et on va être clair, moi c'est le yoga qui m'a emmenée vers l'autisme. Je ne suis pas partie de l'autisme par rapport au yoga. Et donc j'avais des enfants qui couraient un petit peu partout quand même, certains qui étaient sous les tapis. Enfin voilà, c'était une expérience en soi. Et quand je suis sortie de cette séance où on avait fait quand même des choses, et il y avait des parents, et je leur dis, écoutez, je me demande quand même quelle est ma place ici, qu'est-ce que je peux leur apporter. Et c'est les parents en fait qui m'ont portée. En fait, ils m'ont dit « Ah non, mais vraiment, ils ont fait du yoga, ils ont fait des mouvements, c'était super, il faut continuer. » Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est grâce à des parents qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. C'est grâce à ces enfants qui sont merveilleux. Simplement, j'ai dû apprendre aussi à rentrer en communication. C'est quelque chose qui est facile pour moi. La communication est quelque chose d'aisé pour moi. Ce qui fait que j'ai pu rentrer en lien avec eux, avec qui ils étaient en partant d'eux. C'est quelque chose, créer du lien, parler aux gens, c'est quelque chose que je sais faire depuis que je suis enfant. En revanche, apprendre les codes de l'autisme, avoir un minuteur, avoir des pictos, vérifier que j'ai tout mon matériel quand je sors de séance, enfin plein de petites choses, plein de petits détails. Ça, j'ai dû me former, j'ai dû apprendre. J'ai rencontré des gens très généreux au niveau des éducateurs spécialisés, au niveau des parents qui m'ont donné plein d'indications, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse, d'enseignement et ils m'ont jamais donné de leçons. Jamais. J'ai ressenti ça et ça a été très généreux de leur part pour que je puisse continuer. Donc, au fil du temps, j'ai fait dessiner des pictos qui me servent de tutoring, qui me permettent d'enseigner en partant de la posture à deux pour aller vers la posture seule. Avec des renforçateurs sur la fin de séance. C'est très, tout à l'heure on en a parlé dans la table ronde d'avant, c'est très structuré. Un cours de yoga que je donne est quelque chose de très structuré. Il y a un début, il y a une fin, tout est très très cadré en fait pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, je vous fais juste l'ellipse où j'ai des enfants à 4 ans, on avait dit qu'ils seraient non-verbaux, à 10 ans ils viennent en cours, ils me font des blagues. Ça c'est une réalité, ça existe. J'ai des enfants qui me demandent de la relaxation en début de séance. Ils ont identifié le passage où il y a une relaxation. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on fait un vrai yoga. Le yoga, en soi, amène à une détente. Donc, c'est une activité physique. On l'a entendu tout à l'heure, il faut une demi-heure d'activité physique par jour. Et si on prend les recommandations de l'OMS, pour les 5-17 ans, c'est quand même 1 heure à la base par jour. Et pour au-delà de 17 ans, c'est de 2h30 à 5 heures par semaine. Le yoga reste une activité physique. Là où c'est important dans la posture de yoga,
Et dans n'importe quel public, hein, on parle des TSA, mais des neurotypiques, si vous voulez, c'est parce qu'il y a un enchaînement de postures fait dans tel ordre qu'on atteint l'état de méditation. À partir du moment où l'enfant, vous lui faites faire la pratique, vous l'aidez, hein, je veux dire, ils ont besoin de tuteurs, hein, parfois on travaille de 1 pour 1, parfois 1 pour 2. S'il arrive à faire les postures, si on arrive à lui faire les postures, on crée les espaces qui vont favoriser le calme intérieur et la méditation. C'est-à-dire être avec soi-même dans le calme. Ce qu'on cherche aussi chez les neurotypiques quand on va à un cours de yoga. Hein. Je veux dire, l'arrêt des pensées automatiques du mental. Juste être bien avec soi-même. Et donc, il n'y a pas de... Je ne fais pas une gym adaptée. Ça, j'y tiens. On fait un yoga. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il repère le moment où on va avoir l'accès à la méditation. Il y a une posture clé, il la repère. Et quand j'arrive en cours, et vraiment, hein, je travaille en IEM maintenant, en IME, enfin dans plein d'endroits, ils me disent, on va faire la relaxation. Et ils le demandent dès le début. Et certains qui sont verbaux le disent, parce que le matin, moi, je suis très, très stressée, quoi. Ils le disent pour ceux qui peuvent l'exprimer. Donc, voilà ce que je fais. En fait, j'ai réussi à faire de mon métier ce qui est quelque chose qui est une ligne de conduite pour moi depuis, je pense toujours, c'est qu'on a tous, et on devrait tous avoir accès aux mêmes choses dans la vie. Merci voilà. Aurélie pour ce beau témoignage. Théo, donc enseignant en activité physique adaptée, formateur, vraiment spécialisé dans les TSA. Donc vous, l'histoire, elle part un peu de votre histoire familiale finalement. Bonjour à tous. Exactement, ouais, c'est vrai que mon vécu est assez spécial parce que j'ai aucun souvenir de mon enfance en fait, malgré que j'ai une sœur autiste, donc profil plutôt complexe avec déficience intellectuelle associée. Pour autant, c'est vrai que j'ai des souvenirs très très vagues. Je pense du fait que mes parents ont réussi aussi à me protéger un petit peu dans ma relation frère et sœur, qui fait que ça m'a pas été trop envahissant et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui je m'investis autant dans le monde de l'autisme et que c'est pas quelque chose de négatif, mais pour moi quelque chose vraiment de passionnel. Donc c'est vrai que c'est parti d'un foyer familial où j'ai commencé mes études dans le milieu du sport. Et puis au départ, j'étais plutôt parti pour enseigner en milieu ordinaire. Et en fait, j'ai trouvé que c'était plus compliqué d'intervenir en milieu ordinaire que dans le monde de l'autisme, parce que les jeunes en milieu ordinaire ne sont pas motivés au sport. Ils veulent de moins en moins pratiquer et il faut batailler pour réussir à motiver un groupe de 30 élèves. Donc, non, j'ai rapidement été en direction du handicap de manière générale, avec différents stages dans les milieux médico-sociaux. Et puis après, en fait, une fois que j'ai terminé ma licence, c'est vrai que j'avais fait le tour un petit peu des différentes pathologies qu'on pouvait identifier en milieu médico-social. Et pareil, c'est vrai que au-delà de l'autisme, les autres pathologies, on peut réussir à identifier une pédagogie qui va être plutôt similaire pour certaines situations. Et l'autisme, à l'inverse, on est vraiment sur une pédagogie qui va être plus ou moins individualisée et qui va jamais se ressembler d'une personne à l'autre. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé, le côté individualisation, rechercher toujours... chaque jour, on ne sait jamais comment la séance va se passer, d'une semaine à l'autre, il faut toujours se remettre en question. Et c'est là que ça m'a vraiment motivé à intervenir et à me spécialiser dans le TSA, parce que c'est vrai que c'est vraiment ma spécialité de A à Z. Et après, je suis parti aussi en Belgique, parce qu'on m'a dit, et puis on me dit encore, la Belgique, c'est mieux que la France. C'est faux, c'est différent. En France, on a des choses qui sont positives. En Belgique, on a des choses positives. Il y a des choses négatives dans tous les pays. Mais en tout cas, j'ai eu besoin d'aller voir à l'étranger un petit peu ce qui se passait. Et c'est vrai qu'en revenant de Belgique, rapidement, en fait, je me suis directement installé pour mener mes projets de moi-même. Ça, c'était une réelle volonté de pouvoir mener mes projets, de ne pas avoir de barrières, de ne pas avoir de frein dans ma pratique, de pouvoir aller au bout des objectifs qui sont fixés soit par moi, soit par les familles, soit par les jeunes eux-mêmes. Donc en effet, c'est vrai que c'est parti de ma famille. Et puis aujourd'hui, je me bagarre vraiment pour toutes les familles, en tout cas pour qu'ils puissent avoir accès à l'activité physique, qu'elle soit organisée en individuel, mais également en collectif. Le collectif ne va pas fonctionner pour toutes les personnes TSA. C'est une réalité, donc certains vont avoir besoin de pratiquer en individuel. Et il faut respecter ce choix-là, mais du coup réussir à proposer en tout cas des accompagnements qui vont être adaptés à leur profil. Votre sœur, elle a pratiqué l'activité physique adaptée. Vous avez vu ça vous a inspiré ça aussi ?
C'est vrai que, alors sur le plan moteur, ma sœur a des particularités où voilà, elle a une motricité assez atypique. Elle va pas se mettre allongée au sol, elle va pas faire du quatre pattes. Rapidement, mes parents, quand elle était jeune, ils ont pu essayer de différentes pédagogies pour essayer voilà, de développer la motricité au plus haut. Ça a toujours été difficile. Et en fait, au fil de... Là, aujourd'hui, elle a 27 ans. Elle va avoir 28 ans. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au fil des années, la motricité se régresse. Énormément, dû à voilà, des difficultés au niveau visuel, au niveau sensoriel également. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mon challenge, c'est vraiment de pouvoir réussir à faire en sorte que sa motricité se régresse le moins possible et de pouvoir réussir en tout cas, à la sortir de sa zone de confort. Comme vous disiez tout à l'heure, je crois, le fait de sortir un petit peu de cette zone de confort, il ne faut pas avoir peur. Alors au début, ça peut mettre en difficulté les jeunes. Ma sœur peut montrer des comportements problèmes dès lors que je viens un petit peu la stimuler et que c'est un peu trop. Mais c'est à partir de là où on va réussir à fixer des objectifs par la suite. Et ma sœur, elle a commencé à courir pour la première fois de sa vie il y a 5 ans. Donc c'est là qu'on se questionne aussi en se disant, plus on va stimuler la motricité dès le plus jeune âge, dès qu'on va réussir un petit peu à travailler sur la persévérance à l'effort, toutes ces compétences un peu psychologiques, c'est là où on va réussir à développer en tout cas un profil moteur qui va être plus pertinent par la suite pour les jeunes. Et du coup, ça vous inspire pour les accompagnements que vous faites au quotidien auprès d'autres jeunes, auprès d'autres établissements? Totalement, c'est vrai que beaucoup de familles en fait, ou des associations, des structures me contactent en me disant Théo, est-ce que c'est possible d'apprendre à faire du vélo à mon enfant? Est-ce que c'est possible qu'il fasse ce sport-là? Et souvent, je dis pourquoi vous ne voulez pas un autre sport? Et souvent, ça va être oh, il n'est pas capable, ça va être difficile, il a déjà testé pendant de longues années. Et en général, du coup, je vais plus m'orienter vers ce que les familles ne veulent pas pour clairement me faire aussi une idée des compétences et des capacités des jeunes. Et derrière, voilà, en tout cas, moi, mon objectif premier, c'est vraiment de permettre à la personne avec TSA, qu'elle soit enfant, adulte, adolescente ou adulte, parce qu'un adulte qui a 40 ans, il a le droit de courir et d'apprendre à courir à 40 ans. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Mais en tout cas, mon objectif premier, c'est vraiment de leur permettre de découvrir les bienfaits de l'activité physique, d'apprendre un peu mieux à gérer leur conscience de leur schéma corporel à travers des sensations physiologiques qu'ils n'ont peut-être jamais connues dans leur passé. Et c'est vrai que c'est extrêmement essentiel, cette conscience du corps, conscience de soi. Et à travers l'activité physique, on peut vraiment la développer. Merci Théo. Mathéo et Frédéric, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre relation? Parce que j'imagine que quand Mathéo était enfermé dans sa chambre, vous aviez beaucoup moins de relations que maintenant que vous le suivez partout ou quand vous avez commencé le tandem. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre relation père-fils? On s'est rapprochés. Avant, on partageait rien du tout. On se croisait dans la maison, c'est tout, quoi. Alors que maintenant, s'il y a Mathéo, il y a moi. S'il y a moi, il y a Mathéo. Et voilà, quoi. On est une équipe indissociable maintenant, donc pour tout. Donc c'est vraiment le sport nous a. Ouais, on a appris à se connaître grâce au sport, en fait. Vous êtes même habillés pareil. Oui, c'est ça. Et Mathéo, ton papa, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Mon père, c'est un peu un coach pour moi. Il m'a soutenu tout du long. Et c'est grâce à lui si j'en suis arrivé là. Si demain tu vas à une compétition et que papa n'est pas là, qu'est-ce que ça te fait? Si je fais la course tout seul, je me dis qu'il m'encourage même s'il n'est pas là. Enfin, même s'il n'est pas là, il m'attendra à l'arrivée. Il sera là pour m'encourager. Il est toujours là. Merci Mathéo. Yann, pareil, au niveau de la relation avec les personnes qui sont venues dans ce dispositif Box pour tous, qu'est-ce que ça vous a apporté ensemble? Qu'est-ce que ça leur a apporté à eux? C'est déjà beaucoup sur l'humain. Ça a changé totalement mon rapport et ma perception au temps, puisqu'on vit dans des existences les uns et les autres où tout va trop vite. On ne prend pas le temps de se poser sur des choses qui pourtant sont essentielles. Et en fait, il nous ramène à une chose essentielle, c'est de savoir prendre son temps, savoir observer, savoir analyser,
avec quelque chose qui me paraît commun à tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent, c'est de s'intéresser aux personnes. Ce que disait Théo, par exemple, c'est qu'on ne peut pas avoir une pédagogie qui s'appliquerait à tous les autistes. C'est juste un non-sens. L'autisme, c'est un arc-en-ciel, en fait. Voilà, donc, mais avec beaucoup de lumière. C'est qu'une décomposition de la lumière, l'arc-en-ciel. C'est ce qui doit éclairer notre pédagogie et notre façon de traiter tout ça. Sur la méthodologie maintenant, un peu à l'image de ce qui était dit tout à l'heure sur le yoga, c'est très important d'avoir une approche structurante. Donc la boxe apporte ça. C'est toujours compartimenté en 4 temps. On a un premier temps qui s'appelle la chauffe, qui permet de faire un peu d'échauffement musculaire, de rentrer tranquillement dans la pratique pour éviter de trop déstabiliser également les jeunes et les moins jeunes. On a un deuxième temps qui est plutôt un temps d'apprentissage technique. Donc on va être dans la décomposition par le mouvement. Donc par exemple, pour envoyer un direct, on a un passage de hanche, on a un passage d'épaule. Ça, c'est important de montrer. En fait, l'aspect visuel est hyper important de vraiment décomposer le geste, surtout avec ce public-là. Évidemment, on a des plots pour que les jeunes puissent identifier dans quel temps de la séance ils sont et installer des repères. Un troisième temps, on va les pousser un petit peu dans le retranchement, un peu comme Frédéric tout à l'heure parlait de Mathéo quand il l'a mis sur le vélo pendant un quart d'heure la première fois. Désolé de raviver ce souvenir, Mathéo, mais quand je vois ce que ça a donné aujourd'hui, je me dis que ça valait le coup. C'est pareil en boxe. Et puis toujours un quatrième et dernier quart-temps qui est un temps de retour au calme aussi. Je crois que vous avez parlé de perception du corps aussi. Quand on est TSA, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Mathéo, mais parfois on a l'impression de ne pas avoir vraiment de corps. Et ça, les exercices, ne serait-ce que tout bête, de respiration, de travail sur le souffle quand on y arrive, ou des étirements, ça permet de se rendre compte que oui, j'ai des jambes, j'ai un ventre, j'ai des bras, j'existe en fait. Et voilà. Merci. Aurélie, donc vous qui êtes une grande communicante, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même et dans les échanges que vous avez eus avec ces jeunes et moins jeunes, j'imagine? Vous avez eu aussi des adultes? Oui. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Pareil, ça rejoint des choses de part et d'autre. Quand il y a un cours, je dis toujours on a l'éternité. Mais vraiment, je pense sincèrement, il n'y a pas d'atteinte d'objectif. En plus, le yoga se revendique d'aucune compétition, donc c'est un avantage. De prendre le temps, et plus on prend le temps, plus on a des résultats. Même si on n'attend pas forcément de résultats, il y a une forme de on fait, et à un moment, il y a un jour, c'est là. Voilà, qu'est-ce que ça m'a appris aussi? Peut-être, oui, prendre le temps, mais sans ce défi de résultats. On avait quand même été élevé, en tout cas moi j'ai été élevée dans une société de résultats, d'objectifs, d'atteintes, de performer parfois dans les choses. Je suis une ancienne nageuse de compétition aussi, donc peut-être que ça peut jouer. Et là, en fait, le plaisir d'être là, le plaisir de pratiquer, partir de l'enfant toujours, ou de l'adulte, des possibilités et le faire grandir. Donc toujours, c'est ça le plus important. Partir de là où il est et l'amener à monter, quoi. C'est ça que, si ça m'a appris à observer quelque chose, ouais, c'est peut-être ça. Merci Aurélie. Théo, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça dans l'autisme? Pourquoi vous ne ferez pas autre chose ailleurs? Alors avant je faisais beaucoup de sport, maintenant j'en fais plus, je préfère en donner, offrir la possibilité de faire du sport. Non, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est réussir à me remettre en question quotidiennement. Ça met une prise de recul aussi sur sa pratique. Je trouve que c'est hyper intéressant dans le monde professionnel, d'autant plus dans l'autisme, de chaque jour se remettre en question, de se demander si les séances qu'on propose, le contenu, il est pertinent, s'il est adapté, si on est dans une approche éthique aussi. Ça c'est un autre versant, mais qui m'a beaucoup fait me remettre en question. C'est dans
dans l'autisme, souvent, quand on pose la question à des étudiants, ça leur fait penser à quoi? On va régulièrement avoir des réponses en lien avec les comportements problèmes, avec les crises. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup remis en question aussi. Pourquoi une personne TSA peut montrer une crise ou des comportements problèmes liés à une situation spécifique? Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a questionné et sur lequel on ne peut pas se dire ah bah, il fait une crise parce qu'il y a eu un changement et du coup c'est la crise. Non, il faut quand même identifier tous les facteurs qui peuvent entourer cette situation-là et après se remettre en question en se disant c'est peut-être soi-même. On n'est peut-être pas adapté dans la manière de communiquer. Peut-être qu'on parle trop fort, peut-être qu'on exprime nos émotions de manière trop importante. Il y a plein de facteurs en fait sur lesquels il faut se pencher et ne pas se dire de toute manière avec ce jeune il faut intervenir de cette manière et c'est comme ça. Non, c'est vrai que cette prise de recul, je dirais, c'est ça qui m'apporte au quotidien dans mon accompagnement auprès des jeunes. Merci Théo. Mathéo, Frédéric, quel conseil vous donneriez déjà vous, Frédéric, en tant que papa, à une famille qui aujourd'hui vit la même situation que vous il y a 10 ans avec Mathéo, d'un garçon qui est enfermé dans sa chambre, qui regarde la télé, qui n'a pas spécialement envie de sortir, qui n'a pas spécialement d'objectif. Quel conseil vous donneriez avec votre vécu aujourd'hui? De l'accompagner et puis de partager avec lui un maximum. Et surtout, ne jamais se mettre de frein, parce que tout est possible. Moi, il y a 10 ans en arrière, si on m'avait dit qu'il en serait là, j'aurais pas mis 1 euro dessus, quoi. Donc voilà. Pour exemple, quand il a eu tout juste 16 ans, je l'ai emmené aux États-Unis, à Los Angeles, pour faire son premier marathon. Parce qu'il y a que la boxe était ouvert à partir de 16 ans. Tout le monde m'a pris pour un fou, de l'emmener à 16 ans faire un marathon. Résultat, il l'a fait en 3h29. Il a fini frais comme un gardon. Et puis maintenant, il en est là aussi, quoi. Donc voilà, faut pas hésiter à les bousculer, à leur mettre même des gros objectifs qu'on pense que c'est inatteignable. Et puis voilà, puis apprendre à les décrypter, parce qu'il y a des choses, faut apprendre vraiment à les connaître. C'est comme quand on faisait des petits trails au début, il s'était rendu compte en fait que, c'est pas qu'il s'était rendu compte, si, quand on arrivait au panneau des 2 km, mettons sur les trails, il se mettait tout le temps à vomir au panneau des 2 derniers kilomètres. Puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai dit c'est pas possible, il y a un truc, pourquoi il se met à vomir? Et en fait, j'ai remarqué qu'il avait appris à se faire tousser et à se faire vomir quand c'était vraiment très dur, pour qu'il puisse s'arrêter et souffler un peu. Et en fait, quand j'ai compris ça, j'ai haussé un peu le ton et ça a été fini. Il n'a jamais revomi au panneau des 2 km. Donc faut les accompagner, il faut apprendre à les connaître. Et puis, il faut les pousser au maximum, quoi. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas comme les autres. Merci Frédéric. Mathéo, quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune qui serait comme toi avant de faire du sport? Je conseillerais de profiter à fond de la vie, de ne pas rester dans sa chambre. Ce serait un peu du gâchis de rester sans rien faire, ouais. Je lui conseille de profiter avec son père et de profiter de la vie. C'est ça que je lui dirais. Merci Mathéo. Yann, quel conseil vous donneriez, vous, aux jeunes qui n'osent pas forcément franchir la porte du club de boxe? En fait, j'aurais des conseils, mais pas que pour les jeunes. Je crois que dans la table ronde précédente, il était question de la mise en relation entre les acteurs du monde sportif, les établissements du milieu médico-social et des familles. Je pense qu'il faut changer totalement la méthodologie. Il faut promouvoir davantage encore la pratique du sport auprès des établissements. Il y a vraiment un gros effort d'évangélisation à faire auprès des établissements.
Nous, pour vous donner notre cas, par exemple, on prend contact avec un maximum d'établissements parce qu'ils ne viennent pas forcément, ils sont débordés, il y a des carences en termes de ressources humaines, d'effectifs pour mettre ça en place. Et si on n'aide pas un minimum les équipes dans les établissements du milieu médico-social pour faire ça, ça ne peut pas aller. Et pour ça, il faut les appeler, les contacter, les rencontrer et leur présenter ce qu'ils peuvent faire en matière de sport. Et puis surtout de leur faire comprendre que c'est possible en fait, que tout le monde peut faire du sport. Et voilà, donc ça c'est sur une vision un peu macro. La vision vis-à-vis des parents, ce que je leur dirais, c'est que très souvent, nous on a des jeunes qui viennent, première séance, ils vont faire 5 minutes dans la salle et puis ils s'en vont. Mais il ne faut rien lâcher. Bon, évidemment, si c'est vraiment pas son truc, ok. Mais j'ai des exemples comme ça, notamment d'un foyer dans le 20e où ils venaient 5 minutes, deuxième trimestre, ils étaient là un quart d'heure, 20 minutes, et puis en fin d'année, ils faisaient un cours d'1 heure complet. Voilà, donc ça montre aussi qu'il y a un champ des possibles qui est hyper important chez les personnes porteuses de TSA. Et puis pour les jeunes et pour les familles, nous, c'est quelque chose d'assez nouveau chez nous. En fait, c'est au mois de septembre, on a une association qui s'appelle On Dynamique qui a pris contact avec nous. De ne pas hésiter, via les associations de parents qui existent, à aller demander s'il y a des choses qui existent au niveau du sport. Et quand les choses existent au niveau du sport, assurez-vous bien de la dimension humaine et que vos enfants ne soient pas parqués au fond d'une salle avec des discours derrière de handicap vitrine à mettre, parce que ça arrive, malheureusement ça arrive. Et donc, au-delà de l'aspect administratif, d'avoir un diplôme, etc., ce qui est très, très, très important, et encore plus avec les personnes porteuses d'autisme, c'est l'empathie, la connivence qu'on va pouvoir établir avec eux, le lien, comme vous l'expliquiez pour le yoga tout à l'heure. Voilà. Et surtout, tous les bienfaits que ça peut apporter. Que ça soit en matière de lutte contre la sédentarité, parce qu'il y a beaucoup de problématiques d'addiction par rapport aux écrans et autres, ou comme vous le décriviez tout à l'heure, de ne pas sortir de sa chambre. Ou, voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui bouge énormément le week-end, par exemple. Que puis-je vous dire d'autre sur aussi l'aspect de gestion des anxiétés. Ça peut apporter énormément pour les enfants. Parce que y a des difficultés à verbaliser, alors tout ou partie de ce qu'on ressent. Et c'est vrai que le sport, pour ça, c'est un formidable exutoire parce que ça permet de ressortir vraiment toute la tension physique qu'on accumule. Voilà, il y a aussi l'aspect de gestion de l'hyperactivité parce que souvent il peut y avoir des troubles de l'hyperactivité qui sont liés au TSA. Donc on constate assez souvent, notamment il y a un groupe qu'on accompagne du silence des justes, où là on a des jeunes de 6 et ça monte jusqu'à 12 ans. Et là, croyez-moi que ça bouge vraiment dans tous les sens. Donc le fait d'apporter un cadre avec la pratique sportive, ça aide beaucoup aussi. Et je terminerai sur ce dernier point, c'est tout simplement par le sport, on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pense de soi-même parfois, de ce qu'on veut bien entendre ou lire dans différents supports. Et le sport, c'est un formidable révélateur de tous les talents qu'il y a dans l'autisme. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, merci Yann. Donc vous conseillez d'y aller en fait, tout simplement, de franchir la porte du club. Aurélie, pareil, même question. Quels sont vos conseils aux jeunes, au club, à tous ceux qui se posent la question, qui n'osent pas forcément? En fait, comme je fais du yoga, les gens ne se posent pas trop de questions. Le yoga, ça paraît toujours un petit peu accessible et parfois même un petit peu, à contrario, immobile. Souvent, les gens pensent que le yoga, c'est des gens qui sont assis et qui lévitent un petit peu, alors qu'en fait, il y a 10 minutes d'assise que moi, je transforme en coloriage ou en jeu, enfin quelque chose de ludique qu'on pourrait associer à un renforçateur. Donc en fait, non, les gens viennent assez facilement au yoga. Après, peut-être que le yoga adapté est méconnu.
En tout cas, dans le Val d'Oise, il l'est un petit peu parce que j'y suis et que j'interviens. Mais je pense qu'en fait, il n'est pas forcément... On n'en entend pas tellement parler. Je pense parce qu'on ne va pas forcément faire du yoga aux enfants. Ça va être plus effectivement de la boxe, de l'athlétisme, du basket, du tennis. Voilà, ça reste quand même quelque chose de... où on n'a pas... Enfin, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais on a d'excellents retours. Une fois que les jeunes pratiquent, c'est même magique. On a même... une jeune qui fait le home, on pourrait y revenir parce que ça agit sur le nerf vague, et sa mère, qui est quand même la fondatrice d'Entraide Autisme, 200 personnes à l'intérieur, me dit que quand elle sent qu'une crise d'épilepsie va arriver, elle fait le home et ça la calme. Donc là, on a quand même des retours là, qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et après, les autres retours, il faudrait leur demander, je forme maintenant des professeurs pour qu'ils enseignent ce que j'ai fait, et eux-mêmes ont d'excellents retours. En fait, c'est ça surtout, c'est qu'ils ont des bons retours, c'est-à-dire ce qu'on a structuré, ce que j'ai structuré fonctionne, et on a des jeunes qui en bénéficient. Voilà, c'est ça surtout. En fait, le yoga a quand même une petite part culturellement où pour un enfant, souvent les garçons font du foot, les filles font de la danse ou de la boxe, ou de la thésée. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On n'inscrit pas forcément son enfant au yoga. Voilà, pas toujours. Mais en fait, on a d'excellents retours. Et souvent, ce qui se passe quand même quand je suis en CESAD ou en IME et tout, c'est que le yoga devient leur renforçateur quand même. Il faut savoir qu'ils l'utilisent toute la semaine avant que j'arrive. Donc parfois, j'arrive, ils sont bien. Parce que toute la semaine, on fait « t'auras pas yoga, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça ». Voilà. Ça, il faudrait peut-être changer aussi un petit peu le discours, quoi. J'étale un petit peu mon... Voilà, pour passer aussi un message, quand on a des activités, parfois on est renforçateur et il y a beaucoup d'attentes de nous. Et nous, dans la séance, et bon, je fais une petite digression, on ne peut pas se permettre, parfois on ne se sent pas légitime de dire non parce qu'effectivement l'enfant a débordé à ce moment-là. Il y a quand même quelque chose qu'il faut stopper parce qu'on sait que toute la semaine il a attendu ça. Voilà. Donc ça, c'est un autre sujet. Moi, je pense que le yoga est un renforçateur en soi parce que le yoga travaille aussi cet accès à la conscience du soi. Et ça, c'est un renforçateur naturel pour les personnes autistes. Yann parlait de la conscience du corps, mais il y a aussi de la conscience du soi, de l'information traitée de façon consciente. Et ça fait beaucoup de sens pour les autistes. Donc effectivement, il faut les encourager à aller vers ce type d'activité. J'ajouterais juste le témoignage de jeunes autistes qui le disent eux-mêmes, qu'ils arrivent le matin, qui sont stressés. Quand ils peuvent le verbaliser, ils le disent. Ils disent qu'ils voudraient plus de séances. Il y a des endroits où j'interviens une fois par mois. Ils nous disent « je voudrais plus de séances ». Ça, c'est concret. Et le retour d'un autre professeur qui est dit autiste sans déficience mentale, qui est professeur de yoga, et qui dit qu'en fait, deux choses très, très importantes à identifier pour elle. La première, c'est qu'elle ne peut pas redescendre quand elle a trop d'énergie, trop, parfois, je ne dirais pas de la colère, mais trop d'émotions. Voilà, trop d'émotions. Que sans le souffle, sans le contrôle du souffle, la maîtrise du souffle et des exercices, elle ne pourrait pas redescendre en émotion. Donc le yoga lui permet ça. La deuxième qui me paraît incroyable, c'est qu'en faisant du yoga, elle s'est sentie reliée à l'univers et qu'elle a trouvé sa place dans le monde, comme tout à chacun. En fait, que le yoga lui a permis ça. Voilà. Merci Aurélie. Théo, un petit conseil de fin aussi à tous ceux qui osent peut-être pas, soit les clubs qui osent pas ou les familles qui osent pas peut-être lancer l'activité physique adaptée pour leurs enfants. Un conseil, ça va être très difficile, mais au moins essayer d'englober. C'est vrai qu'à la fois, il y a des conseils à donner aux parents, mais également aux professionnels. Ça va être des conseils différents. Je dirais que pour les familles, l'objectif, c'est vraiment de ne pas avoir peur que votre jeune il soit sur un profil complexe ou léger. Ça veut tout et rien dire. C'est vrai qu'il faut tester, il faut aller vers les clubs, il faut aller vers les professionnels du sport, qui ne soient pas en association uniquement, mais aussi dans le médico-social, en libéral, etc. Il faut aller échanger avec les professionnels pour essayer d'identifier en tout cas une pratique qui pourrait être adaptée au plus près de leurs jeunes. Il faut essayer aussi pour les parents de se détacher parfois, de se dire dans la famille on a fait du foot de génération en génération, on va mettre notre fils au foot. On peut s'accrocher à cette culture-là, mais il ne faut pas non plus rester à ça. Et surtout, essayer de varier un maximum les activités. C'est à partir de cette variation d'activités, de tâches, qui va venir justement créer un profil moteur qui va être le plus complet possible, je dirais.
D'où aussi mes interventions qui sont clairement axées sur du multi-activité. En aucun cas, on va s'axer sur une activité et se concentrer sur celle-ci pendant une saison, pendant un trimestre. Non, l'idée, c'est vraiment d'identifier les besoins de la personne, de l'enfant, donc de son enfant. S'il a un besoin d'équilibre, et bien à partir de ce moment-là, on va essayer d'identifier des activités qui vont répondre à ce besoin d'équilibre. Et pour autant, en une séance, on peut proposer 5-6 activités qui seront toutes différentes les unes des autres, mais qui vont développer la compétence qu'on a identifiée, celle de l'équilibre. Alors évidemment, à côté, il y a toute la structuration qui va être fixe, qui va venir ritualiser et permettre à la personne d'avoir les meilleurs repères possibles. Donc vraiment, pour les parents, en tout cas, c'est ne pas hésiter à aller échanger. Voilà, c'est surtout sur ça. Et puis pour les professionnels, c'est de continuer à s'enrichir. Ça paraît tout bête, hein, mais aller échanger avec différents professionnels qui n'ont rien à voir avec votre profession. Ne pas rester uniquement dans le milieu du sport, mais aller vraiment questionner l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire autour des jeunes. Et puis essayer de fixer des objectifs, pas moindres, mais vraiment fixer des objectifs qui vont être hauts, mais pour le jeune, non pas pour vous, en vous disant « je veux qu'il fasse ça ». Non, c'est vraiment, à partir des compétences qu'il a, c'est essayer de monter un peu en compétences et d'essayer de réussir à atteindre le meilleur niveau possible de la personne, tout en gardant à l'esprit, l'objectif, c'est quand même la prise de plaisir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je dirais que la prise de plaisir, c'est aussi l'un des objectifs que je conseille, que ce soit auprès des parents et des professionnels avant tout. Merci Théo. Yann, oui. Je voulais ajouter une petite chose dans le cadre du rapprochement, du lien à établir entre le milieu sportif et puis des personnes porteuses de TSA. Il n'y a pas longtemps, je me suis amusé dans mes petits quarts d'heure de loisirs à réaliser une carte, alors pour l'instant qui est que sur Paris, mais qui rassemble l'ensemble des établissements du milieu médico-social. Donc j'ai fait ça en 2 couches et j'ai fait une autre couche sur la carte qui rassemble le réseau des clubs par-accueillants, où on a indiqué en fait à chaque fois de quelle discipline il s'agit, quel type de handicap sont accompagnés par les clubs. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, je serais ravi de vous la partager. Alors pas que notre club, hein, il y a plein d'autres clubs sur Paris. Si on a envie de faire du rugby, il y a même les échecs qui est considéré comme un sport. Enfin, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est important parce que c'est mon impression aussi, c'est que c'est grâce à des actions du concret qu'on arrive à faire avancer les choses. Et surtout à mettre en lien les gens. En fait, c'est ça qui est important, c'est vraiment le lien pour promouvoir la place du sport. Et puis également les difficultés d'accès pour les familles et pour les enfants à des infrastructures, à des cours qui peuvent les accueillir. Et ça, si c'est pas clairement identifié, on se dit non, c'est pas possible. Ou voilà. Donc c'est important qu'on puisse voir, d'autant plus quand on est TSA, qu'on puisse voir sur une carte avec des points, avec les symboles du rugby, du judo, du karaté, de la natation, bref, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est tout. Merci Yann. Oui, votre carte m'intéresse. Je pense qu'elle intéressera beaucoup de monde. Dont la Fédération aussi française de sport adapté. Merci à tous d'avoir témoigné. Merci pour cette inspiration. Allez-y, Frédéric. Je voulais rebondir sur ce que Théo a dit. C'est vrai que quand on est ancien sportif, on rêve que d'une chose, c'est que son fils ou sa fille fasse le même sport. Moi, je viens du vélo, donc c'était un peu mon rêve qu'ils prennent la relève dans le milieu du cyclisme. Il a découvert le triathlon. Quand je disais qu'il faut les bousculer, il faut que les parents ils se bousculent aussi pour aller dans leur sens. Moi, pour le triathlon, par exemple, j'étais incapable de faire 25 mètres en crawl dans une piscine. Donc, j'ai appris à nager pour l'accompagner. Donc, faut que les deux se bousculent et ça fait des bons résultats. Il faut que les deux s'y mettent et voilà. Merci beaucoup, merci Frédéric et Mathéo, et vraiment on va vous suivre, continuer, et on a hâte de voir tes prochains résultats Mathéo. Merci Yann, et puis on sait que le club Apollo va continuer de grandir, et merci vraiment pour ce que vous faites. Merci Aurélie, on espère que le yoga va
va grandir également auprès des publics autistes. Et puis Théo, merci beaucoup pour vraiment votre activité au quotidien, votre soutien, et continuons tous ensemble. On a voulu montrer à travers ces 2 tables rondes que tout était possible. Déjà, c'est possible parce qu'il y a des vrais enjeux, hein, on l'a démontré d'un point de vue thérapeutique, pédagogique, mais également de la société inclusive de demain. Et vous l'avez montré par vos témoignages que non seulement c'est possible, mais ce sont des belles histoires de vie. C'est humain, c'est vivant. Ça nous sort d'une vision néfaste de l'autisme comme un handicap où on va rester dans son enfermement. Mathéo, tu es un très bel exemple. Tu es une inspiration pour tous les jeunes, et avec ton papa, vous êtes une inspiration pour toutes les familles. Donc continuez à faire ce que vous faites, parce que c'est grâce à vous tous que d'autres initiatives seront créées et qu'on ira vraiment vers la société inclusive de demain. Merci à tous, et je vous souhaite une bonne continuation de la journée. Peut-être pour quelques mots pour conclure cette première matinée. Vraiment, on voulait remercier l'ensemble des intervenants d'être venus aujourd'hui. Ça fait maintenant 1 an que la Maison de l'Autisme elle est ouverte. On structure nos missions au fur et à mesure. Mais voilà, une journée comme aujourd'hui, à cette occasion, c'était vraiment important pour nous sur la thématique du sport et de l'autisme. Donc vraiment, merci à tous. Peut-être avant de passer la main à Marie Schuster, vous donner quelques informations sur le planning. Pour ceux qui restent l'après-midi, pour mettre en pratique un peu ce qu'on s'est dit ce matin, on se retrouve à 14h pour les ateliers. Vous avez plusieurs ateliers, le programme est disponible, est un peu placardé partout. Un certain nombre d'ateliers étaient sur inscription, d'autres non. Donc si vous n'avez pas inscrit, vous avez quand même la possibilité de faire notamment du multisport. Donc n'hésitez pas à rester. Pour le déjeuner, pour ceux qui restent, vous avez un food truck sur le parking. Vous pouvez vous restaurer. Et après, vous avez des points de restauration à proximité. Il y a un petit plan à l'accueil. Les équipes de la Maison de l'Autisme pourront vous renseigner. Et on se retrouve à 14h. Mais peut-être je laisse Marie pour les remerciements. Pour les remerciements, merci Shamsdine pour cette modération sans faille de ces 2 tables rondes. Merci à toute l'équipe de la Maison de l'Autisme pour son engagement pour la préparation de cette journée. Merci à tous d'être venus. Je pense qu'on a tous retenu le message de toujours plus de sport vers l'inclusion, de travailler moins en silo, de se rapprocher les uns des autres, étendre nos partenariats pour permettre l'inclusion et l'accès au sport pour tous. Merci.